Quand j'avais 14 ans, ma famille m'a emmené faire une excursion d'une journée en ville, censée être amusante. Dans un marché en plein air bondé, ma mère a souri, m'a tendu 15 $ et m'a dit: Va explorer un peu, on sera juste là. Je me suis retourné pendant 10 secondes. Quand j'ai regardé de nouveau, ils avaient disparu. Pas d'appel, pas de message. Aucune recherche, juste disparu. J'ai attendu pendant des heures, personne n'est venu. Pas cette nuit-là, pas jamais après ça. J'ai cessé d'être le fils de quelqu'un. 8 ans plus tard, j'ai fait quelque chose qui les a frappés plus fort que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Mes parents m'ont enfin retrouvé grâce à une lettre du tribunal cette semaine. J'ai reçu 46 appels manqués, mon frère m'a laissé des messages vocaux comme: S'il te plaît, dis-nous juste ce que tu as fait. Papa est malade, il n'arrête pas de crier ton nom. Donc je vais être direct. Si ça a l'air inventé ou je sais pas quoi, je m'en fiche. C'est arrivé et ça me trotte dans la tête depuis des années. Je vais tout déballer ici. Si tu ne me crois pas, pas de souci. Mais ce n'est pas cool. J'aimerais ne pas avoir cette histoire à raconter, lol. Bref. J'avais 14 ans, le plus jeune de la famille. 2 parents, Abby et un frère, Jacob, 2 ans plus âgé et le garçon en or, comme toujours. On n'était pas pauvres, mais clairement pas riches non plus. Mes parents étaient toujours obsédés par l'idée de ne pas gaspiller d'argent pour des trucs stupides. Mon père devenait tout tendu à propos des snacks ou des applis de streaming, comme si c'était une attaque personnelle. Si je demandais un nouveau souhait ou une mise à jour de téléphone, il pétait un câble. Jacob n'avait jamais droit au même traitement. Lui, il avait droit à de nouvelles chaussures, des consoles de jeux, tout ça. Je sais, rien de très original. Mais bon, ça plante le décor. Au début des vacances d'été, ma mère commence soudainement à faire comme si passer du temps en famille l'intéressait. Elle parle de cette sortie surprise en ville. C'était direct bizarre parce qu'on ne faisait jamais ce genre de truc. Et mon père, c'est clairement pas le genre excursion. Le matin du départ, ma mère me saoule déjà en me disant que je dois préparer mon propre déjeuner. Elle vérifie mes poches pour des trucs stupides, ces mots. Mon père est déjà dans la voiture, il dit pas grand-chose. Jacob est sur son téléphone, il fait genre qu'il est trop cool pour être là. Je sais pas. Toute l'ambiance était bizarre. Et je m'emporte un peu quand ma mère essaie de me recoiffer ou un truc du genre. Elle me regarde longtemps, comme si elle était agacée que j'existe. On conduit jusqu'en ville, ça dure peut-être 1 heure ou plus, et personne ne parle vraiment. Je regarde par la fenêtre, j'écoute de la musique, j'essaie juste de m'évader. Mon père s'énerve à cause du trafic. Ma mère scrolle sur son téléphone, sans même regarder ce qu'on passe. On arrive enfin à ce marché en plein air, super bondé, super bruyant. Ça sent la friture, la sueur et il y a 1 million de gens qui se bousculent. Franchement, je suis juste content de sortir de la voiture. On se balade un peu. Ma mère a ce faux sourire, comme si elle faisait une pub. Mon père regarde son téléphone fixement. Jacob se moque d'un stand, même pas discrètement. Après peut-être 15 minutes, ma mère s'arrête soudainement, se tourne vers moi et dit pas mot pour mot, mais tu vois l'idée que je devrais aller explorer, m'amuser. Voici un peu d'argent, on reste dans le coin. Elle me tend 15 $, ce qui paraît presque insultant vu comme elle panique pour l'argent. Elle me dit d'aller voir les stands de bijoux bizarres ou je sais pas quoi. Elle sourit de toutes ses dents, comme si elle essayait de se convaincre qu'elle s'éclate. Je suis pas idiot, je sais quand on essaie de me dégager. Mais je me dis tant pis, peut-être qu'ils veulent juste aller voir des trucs ennuyeux. Je me retourne pour regarder un stand de vieilles coques de téléphone et de porte-clés, je me laisse distraire, 10 secondes tout au plus. Je regarde en arrière, plus personne. Pas juste qu'ils ont bougé plus loin, non. Disparu. Je panique pas tout de suite, juste un peu agacé. Je commence à marcher, jetant le cou au coin de l'allée. Rien. J'envoie un message à ma mère, pas de réponse. J'appelle, ça tombe direct sur la messagerie. Pareil pour mon père. J'essaie Jacob, qui répond jamais de toute façon. Encore rien. Je fais tout le marché 2 fois. Je vérifie les endroits où on est passé. Je retourne même là où la voiture était garée, en espérant qu'il s'y soit ennuyé et soit retourné là-bas. La voiture n'est plus là. Je reste là un moment, puis je recommence à marcher, m'attendant à moitié à ce qu'ils sortent de nulle part et me disent que c'est une blague. Ce qui, honnêtement, serait vraiment bas, même pour eux. Rien. Je continue à appeler.
Quelques personnes me regardent bizarrement quand je demande s'ils ont vu un couple avec un grand garçon, mais tout le monde s'en fout. Un agent de sécurité me dit d'arrêter de traîner. J'essaie d'expliquer, il hausse juste les épaules et me dit d'attendre à la tente des enfants perdus, ce minuscule abri bleu à côté des food trucks. Je m'assois là, plus énervé qu'effrayé au début. Je vérifie mon téléphone, la batterie est presque vide. Personne ne répond. Il commence à faire nuit. Un bénévole du marché me demande plusieurs fois si ça va. Mais je suis un ado, alors je réponds juste. Ouais, mes parents vont arriver. Je reste là jusqu'à ce que le marché commence à fermer. Le bénévole devient un peu insistant, veut appeler la police. Je lui dis que mes parents vont arriver bientôt. Je voulais pas gérer tout ça, je sais pas. C'est débile, mais à cet âge-là, je voulais juste pas faire de scandale. Je me disais qu'il devait bien y avoir une explication. Peut-être qu'ils ont juste perdu la notion du temps ou que leurs téléphones sont morts. Ouais, bien sûr. C'est pas avant bien après minuit, assis sur ce banc froid devant le marché vide, les lampadaires qui bourdonnent, que je comprends, ils reviendront pas. Pas cette nuit-là. Pas du tout. J'essaie encore leur numéro. Rien. J'essaie de me connecter à mes réseaux, mais mon téléphone finit par s'éteindre. Je me souviens m'être juste assis là, en me disant que j'aurais dû prendre mon chargeur. Comme si c'était ça, le vrai problème. Je vais à la gare routière, mais j'ai pas assez pour un billet retour. Et puis, je sais même pas s'il serait là si je rentrais. Je finis par errer, cherchant juste un endroit où m'asseoir. Même pas fatigué. Juste vidé. Le lendemain matin, des gens me regardent bizarrement, mais personne ne pose de questions. J'ai utilisé les derniers billets qu'il me restait pour acheter un sandwich dans un distributeur et une bouteille d'eau, puis j'ai juste marché. J'ai entendu un groupe d'enfants parler de leurs parents qui allaient venir les chercher, et j'ai failli rire parce que c'était tellement normal, et moi j'avais l'impression de venir de tomber d'une falaise. J'ai commencé à réfléchir à pourquoi ils avaient fait ça, et franchement, ce n'était pas un choc total. Ils avaient toujours clairement montré que Jacob était le facile, et que moi j'étais celui qui demandait trop d'attention. Ma mère disait souvent que j'étais trop. Mon père devenait rouge de colère si j'avais un C, alors que Jacob pouvait rater un contrôlé, d'une manière ou d'une autre, c'était toujours la faute du prof. J'ai toujours eu l'impression d'être la pièce de rechange. Le pire, c'est que quand j'ai réalisé qu'ils étaient partis, je n'ai même pas été surpris, pas vraiment. Je repensais sans arrêt aux disputes stupides à la maison comme quand ma mère me criait dessus parce que je compliquais tout en étant malade et que je devais rester à la maison, ou quand mon père avait claqué la porte si fort que la vitre s'était fissurée parce que j'avais oublié de sortir les poubelles. Jacob me poussait toujours hors de sa chambre en disant que j'étais chiant, et ma mère levait juste les yeux au ciel. Ce n'est pas comme si j'étais un gamin démoniaque. Je n'étais juste pas lui. Lui faisait du sport, moi je jouais aux jeux vidéo. Il était invité à des fêtes, moi on me disait d'aider pour les corvées. Bref, voilà comment ça a commencé. Moi, assis sur un trottoir, en réalisant que j'avais été supprimé de ma propre famille. Aucun message, aucun appel. Rien. J'attendais encore des excuses, on a merdé, rentre à la maison. Rien. Pas cette nuit-là, pas le lendemain. Plus jamais. J'ai cessé d'être le fils de qui que ce soit. Je suis juste devenu un problème qui s'était effacé tout seul. Je sais que tout ça est long, confus, que ça semble probablement exagéré. Mais ce n'est que le début. Je ne suis pas juste passé à autre chose. Je n'ai pas trouvé une nouvelle famille ou quoi que ce soit. J'ai passé des années à réfléchir à ce que je ferais si je les revoyais un jour. Disons simplement que je n'ai pas attendu le karma. Ils voulaient que tout soit simple. J'ai fait en sorte qu'ils n'oublient jamais ce qu'ils ont fait. Je parlerai de ça dans le prochain post. Ça devient vraiment dingue, pour de vrai. Mise à jour 1, si vous avez lu la première partie, ouais je sais, ça paraît fou, mais c'est même pas le pire. Franchement, je n'y croirais probablement pas moi-même si ce n'était pas arrivé. Bref, après cette nuit-là au marché, assis là avec mon téléphone mort et mon sac sous la tête, je pensais qu'ils reviendraient le lendemain. Spoiler, ils ne sont pas revenus. Donc j'ai commencé à comprendre comment juste exister par moi-même. J'ai pas eu un moment de film où une gentille vieille dame m'a recueilli, où je suis tombé sur un centre communautaire qui a résolu ma vie. J'ai juste dérivé. Je restais à l'écart des gens. Je ne faisais confiance à personne. Je m'asseyais dans les coins du fond, j'écoutais les gens parler. J'essayais de capter du Wi-Fi gratuit quand je pouvais. Je voyais des jeunes de mon âge avec leurs parents,
et j'avais cette impulsion bizarre de leur dire « Vous vous rendez compte à quel point vous avez de la chance ?» Mais je ne l'ai jamais fait. Ce n'est pas comme si quelqu'un avait envie d'entendre ça. J'ai survécu un moment en me fondant dans la masse, en gardant la tête basse. Je dormais parfois dans la salle d'attente de la gare routière. On ne dort pas vraiment, on ferme juste les yeux et on espère que personne ne va tenter quelque chose. Une fois, un gars a essayé de me pousser du banc vers 3 heures du matin. Il m'a balancé les jambes par terre et a pris ma place. Je l'ai repoussé, il m'a repoussé plus fort. Et j'ai juste décidé que ça valait pas le coup de me faire tabasser. Alors je suis parti. Les gens pensent que les gamins sont impuissants. Mais en vrai, on apprend vite à défendre son espace, sinon on finit avec rien. J'ai pas pleuré ni rien. J'étais juste en colère. Tout le temps, en fait. Pour manger, j'allais voir les bacs de promo dans les supérettes, ou avec un peu de chance, j'attendais la fin des services des food trucks. Parfois, si je restais assez longtemps dans la file, les employés donnaient des vieilles frites ou autres. C'était pas génial, mais j'allais pas crever de faim. Je parlais à personne sauf si c'était nécessaire, et même là, je restais bref. La plupart des gens t'ignorent de toute façon, sauf si tu les gênes. J'ai essayé de retrouver mes parents sur Internet à la bibliothèque. Tous leurs réseaux sociaux étaient toujours actifs, mais personne ne postait rien sur moi. Aucune alerte enfant disparu. Rien. Comme si j'avais juste disparu. Et franchement, ça m'énervait de plus en plus. Ça faisait plus mal, ça me foutait en rogne. J'ai essayé d'aller à l'école un moment, mais c'est pas comme si je pouvais juste débarquer. Je suis allé jusqu'au bâtiment, je suis resté dehors, mais personne ne m'a reconnu. Et j'avais plus rien pour prouver qui j'étais. J'ai regardé les amis de Jacob entrer, sortir, rire, comme si je n'avais jamais existé. J'ai pensé à m'infiltrer, mais honnêtement, pour faire quoi? Quelqu'un dans la foule a dit que Jacob déchirait toujours en athlétisme, et que mes parents assistaient à tous ces événements. Donc clairement, ils allaient très bien. J'étais juste un problème qu'on avait effacé. Le plus étrange, c'est qu'après quelques semaines, j'ai arrêté de penser à la maison comme à un vrai endroit. C'était juste un lieu qui existait pour d'autres. J'attendais encore que quelqu'un remarque. Mais personne ne l'a fait. J'ai appris à me débrouiller. Je faisais de petits boulots, des trucs débiles contre un peu de monnaie. Rien de gros. Parfois, les gens me regardaient comme pour me demander « Tu es perdu ?» mais le plus souvent, je passais inaperçu. Je me suis dit que s'ils me voulaient dehors, très bien. Je serais dehors. Mais ça compterait. J'ai fini par rencontrer Emery au refuge. Pas qu'on soit amis ou quoi au début. C'est le genre à toujours avoir un plan, toujours un truc en cours. Il m'a surpris en train de squatter sa place dans la buanderie et a essayé de me virer. Je l'ai repoussé, il m'a repoussé plus fort, et on a failli se battre. Mais on a fini par se dire que c'était débile, et on s'est juste ignoré. Petit à petit, on a commencé à parler. Surtout de conneries. Qui avait la pire bouffe, qui pouvait dormir malgré le bruit, ce genre de truc. Il m'a expliqué comment obtenir une pièce d'identité quand t'as 18 ans, comment, si tu restes discret, personne ne te pose de questions. C'était pas un héros des rues ou quoi. Il faisait juste pas confiance aux gens non plus. Alors j'ai attendu. J'ai compté les jours. J'ai gardé mes affaires ensemble. Je voyais parfois les noms de mes parents apparaître dans les journaux locaux, des collectes de fonds, des trucs d'entreprise, des photos débiles avec Jacob et ses trophées. Jamais un mot à propos de moi. J'ai commencé à faire une liste dans ma tête, de toutes les choses qu'il m'avait déjà dites, fardeau, problème, paresseux, trop. J'ai repensé à ces 15 $ que ma mère m'avait donnés, et comment elle s'était sûrement dit que c'était suffisant pour se débarrasser de moi. Je me suis promis que, quand j'aurai 18 ans, je leur ferai ce souvenir. Quand mon anniversaire est arrivé, Emory m'a donné les infos pour obtenir une pièce d'identité. Rien de spécial, juste assez crédible pour qu'on ne me pose pas de questions. J'ai eu un téléphone pas cher, prépayé, rien d'extra. J'ai commencé à surveiller ma famille en ligne, juste pour voir s'ils avaient craqué. Non. Jacob était toujours le garçon en or. Ma mère postait à quel point elle était fière de lui. Mon père assistait à chaque événement. Je voyais des photos de groupe avec les cousins, tout le monde souriait. J'imagine que j'avais vraiment été effacé. Je faisais parfois des captures d'écran, juste pour ne jamais oublier à quel point ça avait été facile pour eux. J'ai commencé à planifier. Pas un plan de film, avec faux compte ou piratage ou quoi. J'ai fait une liste de chaque personne avec qui mes parents faisaient affaire. Chaque ami dont ils se vantaient.
chaque fois qu'ils se montraient devant les voisins. Je suivais leur réseau, je regardais qui aimait leurs publications, qui commentait, qui partageait. J'ai découvert que beaucoup de leurs amis ne savaient même pas que j'existais. Genre, littéralement. Ma mère avait effacé toute mention de moi. J'étais un fantôme. Mais moi, je gardais les preuves. J'allais pas juste disparaître et les laisser gagner. Une fois, j'ai vu Jacob à une station-service avec ses amis. Il ne m'a pas reconnu. J'avais changé, je m'étais rasé la tête, j'avais un sweat à capuche, ce genre de truc. Je l'ai vu rire et se plaindre de ses parents, de comment ils lui mettaient la pression pour ses notes. J'ai eu envie de le pousser, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste regardé, puis je suis parti. J'ai compris qu'il s'en fichait probablement que je sois parti. Il avait toujours tout ce qu'il voulait. Mes parents disaient toujours que j'étais la raison pour laquelle les choses étaient compliquées, que Jacob aurait eu plus si je n'étais pas là. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait, honnêtement. Moins de complications, moins de drames, plus de ressources pour leurs préférés. Je n'oubliais pas. Chaque fois que je les voyais en ligne, je prenais note. J'attendais mon moment. J'ai commencé à laisser des commentaires depuis des comptes jetables. Rien de trop fou, juste des questions du style « Où est votre autre fils ?» ou « Qu'est-il arrivé au plus jeune ?» La plupart du temps, les commentaires étaient supprimés. Mais j'en ai vu quelques-uns où des gens répondaient genre « Hein ». Ma mère bloquait et supprimait, mais je continuais. J'ai commencé à envoyer des messages privés aux gens depuis des faux comptes. Juste pour demander s'ils avaient entendu parler de moi. La plupart m'ignoraient. Quelques-uns s'énervaient, disaient que je faisais du trolling. Je m'en fichais. Je semais des graines. J'ai commencé à économiser petit à petit. J'ai trouvé comment faire de petits boulots. Rien d'illégal, juste assez pour m'en sortir. Je gardais la tête basse, je ne parlais pas de mon passé. Si on demandait, je disais juste que ma famille avait déménagé ou que j'étais seul. Personne ne creusait vraiment. Les gens voient un jeune seul et se disent juste que ce n'est pas leur problème. Emery disait toujours, « Tu veux te venger ? Tu dois attendre le bon moment. » J'allais pas juste faire une crise et me foutre dans la merde. Je voulais qu'ils le sentent, vraiment. Avec le temps, j'ai commencé à entendre que les affaires de mes parents n'allaient pas si bien. Ils avaient perdu quelques contrats. Les gens commençaient à dire qu'ils étaient différents. Je le voyais en ligne aussi. Des fissures dans la photo de famille parfaite. Jacob postait moins. Mes parents se disputaient dans les commentaires. Je savais que je les atteignais. Mais ce n'était pas suffisant. Je voulais qu'ils ressentent ce que j'avais ressenti, seul, oublié, insignifiant. J'ai commencé à chercher comment nuire à leur réputation. Rien d'illégal, juste des perturbations subtiles. Des questions dans les bonnes boîtes mail. De petits coups dans leur façade parfaite. À chaque fois qu'ils postaient une photo heureuse de famille, j'étais là, juste hors du cadre, pour leur rappeler qu'ils n'étaient pas aussi parfaits qu'ils voulaient le faire croire. J'économisais. Je surveillais. J'attendais. Je ne voulais pas juste disparaître et devenir une leçon qu'ils pourraient tordre à leur convenance. Je voulais laisser une marque. Les années ont passé. J'ai grandi. J'ai mûri. J'ai appris à me taire et à tout observer. Je n'ai pas pardonné. Je n'ai pas oublié. J'ai juste planifié. Le jour où j'ai eu 22 ans, j'ai enfin eu ma chance. Ils étaient sur le point de lancer une expansion. Un gros projet, beaucoup d'argent en jeu. Je savais exactement comment les frapper là où ça faisait mal. Je vous raconterai ça ensuite. Ce n'est pas fini. Loin de là. Mise à jour 2, c'est là que les choses commencent vraiment à devenir sérieuses. Et honnêtement, personne ne parle jamais de à quel point la vengeance est lente. Ce n'est pas un scénario Netflix où tu tires un levier et tout s'écroule. C'est comme gratter petit à petit. Chercher les fissures. Attendre le moment parfait. Sinon, tu cries juste dans le vide. J'ai gardé la tête baissée pendant des années, littéralement. Juste à observer et attendre. Et franchement, ça me rendait encore plus furieux à chaque fois que je voyais mes parents faire semblant en ligne, comme si on était une famille exemplaire. J'ai commencé à remarquer des trucs bizarres dans leurs posts. Ma mère écrivait toujours de longues légendes sur le soutien, la loyauté, elle taguait d'autres parents. Mais si quelqu'un commentait un truc un peu étrange, elle supprimait direct. Une fois, j'ai essayé depuis un compte jetable. J'ai juste écrit un truc bête du genre « J'espère que vos deux fils vont bien » et c'était supprimé en 5 minutes.
Une de ses amies m'a envoyé un message privé pour me demander si j'allais bien, si j'avais besoin d'aide, puis elle m'a bloqué. C'était comme si tout le monde avait été dressé à ne pas me voir. Honnêtement, ça rendait mon boulot plus facile. Je surveillais aussi Jacob, pour voir s'il allait un jour se réveiller ou, je sais pas, se rappeler qu'il avait un frère. Mais non, il faisait toujours les mêmes frimeurs. Une nuit, je l'ai vu se disputer avec mon père devant un restaurant. Il se poussait vraiment, sur le parking. Mon père a dit un truc, Jacob a frappé le rétroviseur, et mon père l'a repoussé puis a claqué la portière. J'étais assez loin pour qu'il ne me voie pas, mais je sentais que tout n'était plus aussi parfait. Alors j'ai commencé à m'attaquer moi-même aux fissures. J'ai fait une liste de toutes les personnes liées à leur entreprise. Ceux qui aimaient toujours leurs publications. Ceux qui apparaissaient dans les photos taguées. Même les admins de groupes locaux, que ma mère flattait sans arrêt. J'ai créé quelques emails jetables, et j'ai commencé à envoyer de petits messages du genre « Salut, juste pour info, j'ai entendu dire qu'il y a des choses bizarres dans leur boîte, peut-être vérifier avant de signer quoi que ce soit. » Super vague. Rien de traçable. Mais assez pour que les gens commencent à parler. Je savais qu'ils essayaient d'obtenir un prêt pour un nouveau bâtiment. Parce que ma mère avait posté une photo d'un panneau ouverture prochaine et avait identifié la banque, j'ai commencé à poser des questions dans le groupe Facebook local. Des trucs du genre, quelqu'un sait si c'est vraiment prévu, ou encore, j'ai entendu dire que c'était un peu le bazar en coulisses. Puis je laissais couler. Des gens ont commencé à m'envoyer des messages privés pour me demander si je savais quelque chose de précis ou si je faisais juste du trolling. Je ne répondais jamais. J'ai vu des gens se disputer dans les commentaires. Un mec a dit qu'il avait entendu que mon père était endetté. Un autre a dit qu'ils avaient eu des problèmes de paiement l'année dernière. Franchement, ça a pris vie tout seul. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai commencé à envoyer des messages privés à certains amis de Jacob, depuis différents comptes jetables, en leur demandant s'ils s'étaient jamais demandé ce qui était arrivé à l'autre frère. Certains m'ont ignoré. Mais un a mordu à l'hameçon et a commencé à poser des questions. J'ai juste répondu, tu devrais demander à Jacob. Le lendemain, le compte Insta de Jacob est devenu privé. J'ai tellement ri. Ensuite, j'ai commencé à surveiller aussi les pages pro de mes parents. Ils postaient des infos sur des événements, mais personne n'interagissait. Je les voyais essayer de lancer de nouvelles discussions dans le groupe local, mais les gens les ignoraient. J'ai continué, envoyé plus de mails, inventé plus de préoccupations. J'ai même envoyé une lettre anonyme à leur banque, en disant que j'étais un proche inquiet de leur stabilité financière. Rien d'illégal, juste une inquiétude. Plus tard, un gars du refuge m'a dit que sa tante bossait à la banque, leur prêt avait été retardé. Un jour, j'ai vu mon père dehors, devant la maison, en train de crier sur ma mère. Il levait la voix pour de vrai, brandissait son téléphone. Elle lui a frappé la main, il a claqué la porte d'entrée. Le voisin d'en face, en train de ratisser les feuilles, les regardait fixement. Je n'ai même pas essayé de détourner le regard. J'ai compris, pour une fois, qu'il ne pouvait pas juste supprimer le problème. J'étais le problème, désormais. Je me suis mis à appeler leur maison depuis différents numéros, en laissant sonner une fois puis en raccrochant. Puéril ? Peut-être. Mais je voulais qu'ils se sentent observés. J'ai commencé à envoyer de petites cartes d'anniversaire par courrier. Non signées, juste pour mon frère. Un mot dedans, j'espère que tu vas bien. Rien d'autre. Il en a parlé sur sa story, en disant qu'il avait un fan flippant. J'étais mort de rire. Je savais que mes parents n'étaient pas stupides, mais ils étaient fiers et bornés comme pas possible. Ils préféreraient crever que d'admettre qu'ils avaient besoin d'aide, et encore moins reconnaître ce qu'ils m'avaient fait. Alors j'ai continué à les mettre mal à l'aise. J'ai envoyé des lettres à plusieurs de leurs contacts professionnels. Rien de dramatique. Juste en disant que j'étais un parent, que j'avais des questions sur les finances de l'entreprise, s'ils étaient au courant de conflits familiaux non résolus. Quelques-uns ont répondu, disant qu'ils ne voyaient pas de quoi je parlais. Mais je sentais bien qu'ils étaient troublés. Plusieurs amis ont cessé d'apparaître dans les photos. J'ai commencé à voir les petites choses s'effondrer. Leur page professionnelle n'était plus mise à jour. Jacob a supprimé pas mal d'anciennes publications. Ma mère a écrit un post Facebook où elle se plaignait des gens qui répandaient des rumeurs par jalousie. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai répondu depuis un compte jetable, certaines personnes veulent juste la vérité. Elle a supprimé le commentaire en genre 2 minutes. Classique. Mais je ne faisais que commencer. J'avais économisé un peu d'argent, assez pour faire un vrai coup.
J'ai déposé un recours pour contester une propriété familiale. Rien de gigantesque, mais suffisant pour les obliger à passer par des procédures juridiques et à payer des avocats. Cette fois, j'ai utilisé mon vrai nom. Impossible pour eux de l'ignorer. Ils ont reçu la lettre, et tout a explosé. Emory, qui continuait à suivre les nouvelles, m'a dit que mes parents paniquaient. Ils appelaient tout le monde pour comprendre quoi faire. J'ai reçu un mail de mon père. Une seule ligne, « Pourquoi tu fais ça ?» Je n'ai pas répondu. Je voulais qu'il sût. Je voulais que ma mère panique à propos de sa réputation. Je voulais que Jacob réalise enfin qu'il n'était pas intouchable. J'ai continué à mettre la pression. Envoyer des messages, faire du bruit, sans jamais leur laisser savoir où j'étais ou ce que j'allais faire ensuite. Ce n'était pas une question d'argent. C'était pour qu'ils ressentent exactement ce que j'avais ressenti. Comme s'ils ne pouvaient faire confiance à personne. Comme si quelque chose pouvait péter à tout moment. Comme s'ils pouvaient tout perdre, sans raison. Le meilleur dans tout ça ? Je savais qu'ils ne pouvaient pas m'effacer. Je n'étais pas un problème à supprimer. J'étais la conséquence à laquelle ils n'avaient jamais cru devoir faire face. Prochaine partie, c'est là que tout explose. Faites-moi confiance, je ne vais pas leur rendre les choses faciles. Dernière mise à jour, voilà, c'est la fin. Je pensais que les retombées auraient l'air d'une fin de film, ou un truc du genre. Mais honnêtement, c'était surtout désordonné, gênant, et beaucoup plus réel que ce à quoi je m'attendais. Même après tout ce temps à planifier, je n'avais pas vraiment imaginé à quel point ce serait bizarre de voir enfin leur nom réapparaître sur mon téléphone. Genre, je parle de 46 appels manqués en une seule semaine. À des heures différentes, depuis des numéros différents. Parfois à 2 minutes d'intervalle. Puis c'était la voix de mon frère, paniqué pour de vrai dans les messages vocaux. Suppliant de savoir ce que j'avais fait. Me demandant si je revenais. Puis disant que papa était malade et que maman perdait la tête. S'il te plaît, est-ce que tu peux appeler ? S'il te plaît. Je n'ai jamais répondu. Pas une fois. Le plus étrange, c'était à quel point les procédures juridiques les avaient fait s'effondrer rapidement. J'imagine que quand tu es habitué à contrôler tous les récits autour de ta famille, tu ne t'attends pas à ce que quelqu'un que tu as supprimé revienne avec des documents officiels et des signatures. Ils ont été assignés pour la contestation d'héritage, et tout à coup, c'était comme si j'avais déclenché l'alarme incendie chez eux. J'ai commencé à recevoir des messages d'anciens membres de la famille, des gens dont je ne me souvenais à peine, genre, « Eh, on peut parler de ça ? Ta mère est vraiment bouleversée. » Je les ai laissés en vue. Quelques-uns m'ont bloqué après que je n'ai pas répondu, et j'ai rigolé. Personne ne s'est soucié de moi quand j'ai disparu. Alors non, je ne suis pas intéressé par la discussion de groupe maintenant. J'ai vu des trucs en ligne aussi. Ma mère postait ses demandes de prières vagues et flippantes, sans aucun détail, juste des trucs comme « Tous mes amis savent ce qui se passe, s'il vous plaît, priez pour nous ». Une fois, ma tante a commenté un truc du genre « Tu aurais dû y penser avant ». Et ma mère a supprimé le commentaire, puis toute la publication. Jacob est passé de selfies à la salle de sport et photos de fête à plus rien. Zéro story. Compte verrouillé. Mon père n'avait pas de réseaux sociaux, mais Emery a dit qu'il avait été vu en train de crier dans l'allée, claquer la porte de la voiture, pendant que les voisins faisaient semblant de ne pas regarder. J'imagine qu'ils ont fini par comprendre, si tu brûles ta propre maison, tout le monde voit la fumée. Le premier jour au tribunal, c'était quelque chose. Franchement, j'ai pensé ne pas y aller, juste pour les faire flipper. Mais je voulais voir leur tête. Je suis entré, mon nom a été appelé, et la salle est devenue silencieuse. Ma mère s'est levée, comme si elle allait courir vers moi, et l'avocat lui a dit de s'asseoir. Elle s'est assise violemment, les mains crispées. Mon père m'a regardé droit dans les yeux, comme si ne pas cligner des yeux allait me faire disparaître à nouveau. Jacob m'a lancé un regard noir, puis les a regardés eux, puis la table. Je ne leur ai rien dit. J'ai juste répondu aux questions de l'avocat, signé ce que j'avais à signer. Ma mère a essayé de me souffler quelque chose pendant la pause. Je suis juste passé à côté d'elle. Elle a tenté de me saisir le bras, j'ai esquivé, et elle a frappé le mur derrière moi. Jacob a marmonné quelque chose que je n'ai pas compris. Mon père est resté assis là, les bras croisés, la mâchoire serrée, immobile. Tout le processus a pris des mois. Honnêtement, rien de rapide. Ils ont dû payer des frais, divulguer des informations, voir mon nom sur chaque document. J'ai veillé à ce que tous les messages passent par l'avocat. Je ne leur ai jamais donné mon adresse. Je ne leur ai jamais parlé en privé. Chaque appel,
je le laissais sonner jusqu'au bout. Plusieurs fois, Jacob a appelé depuis des numéros aléatoires pour contourner le blocage. Une fois, il a envoyé un message disant que papa était à l'hôpital, que maman était en train de craquer. Pourquoi tu fais ça, parle-nous juste. Je n'ai pas répondu. Je voulais qu'il sache qu'il n'y avait pas de solution magique. Pas de réunion de famille où je pardonnerais et oublierais. Ils avaient fait leur choix. À eux d'en vivre les conséquences. Les choses à la maison ont empiré, d'après ce que j'ai entendu. Mamie a arrêté de parler à maman. Ma tante est venue crier un jour, a claqué la porte d'entrée si fort que le chien du voisin s'est mis à aboyer. Jacob a carrément bousculé papa dans le couloir, d'après l'ami d'Emery qui habite dans la rue. Papa l'a repoussé, maman leur a hurlé dessus à tous les deux. Personne n'a appelé la police. Personne n'a aidé. J'imagine que tout le monde s'est juste contenté de regarder le spectacle. J'ai obtenu ma part. Pas une fortune, mais assez pour qu'ils sachent qu'ils ne pouvaient pas m'effacer. J'ai fait en sorte que ce soit enregistré publiquement. À chaque fois qu'ils essayaient de transférer quelque chose, d'acheter quoi que ce soit, mon nom apparaissait dans les papiers. Je parie qu'ils auraient préféré me laisser seul au marché plutôt que d'essayer de m'effacer pour de bon. Maintenant, chaque fois qu'ils doivent expliquer une perte d'argent ou pourquoi leur fils apparaît dans des documents juridiques, ils peuvent se souvenir de ce jour-là. Des gens me demandent si je me sens mieux, si j'ai eu une sorte de clôture. Mais je sais même pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas un film. Il n'y a pas de musique dramatique, pas de moment de câlin. Je ne voulais pas arranger les choses. Je voulais qu'ils paient. Je voulais qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti. Comme si tu ne comptais pas. Comme si ta vie entière pouvait basculer en un après-midi et que personne ne viendrait te chercher. Et je voulais que tout leur entourage voie enfin le genre de personnes qu'ils sont vraiment. Je reçois encore des appels parfois, des numéros inconnus. Des messages vocaux que je supprime sans les écouter. Je ne regarde plus leur réseau. Je me fiche de l'excuse qu'ils trouveront. Je vois Jacob parfois en ville. Il ne me regarde pas, il continue juste son chemin. Je ne prévois pas de lui parler. Ni à lui, ni à aucun d'eux. Je ne suis plus leur problème. Je suis leur conséquence. Si ça paraît dur, c'est parce que ça l'est. Ils ne voulaient pas de fils. Maintenant, ils doivent vivre avec les retombées. Je ne sais pas ce qui vient ensuite. Probablement continuer ma vie. Avancer. Mais je sais qu'ils regarderont toujours par-dessus leur épaule, en se demandant si je vais revenir un jour. Et ça, honnêtement, c'est mieux que tout ce que je pourrais leur dire. On ne peut pas réécrire l'histoire et s'en tirer à bon compte. Pas de fin heureuse ici. Juste la vraie vie. Et elle est sacrément bordélique.